Ciao bambini! Aujourd'hui, on part à l'assaut de l'Italie. Pourquoi? Parce qu'on répond à l'appel de notre bon roi Pardi. Vous ne savez pas qu'il essaye de conquérir la péninsule depuis 1494? Allez, assez traîné, on y va. Coup de canon, chef-d'œuvre de la Renaissance et maladie vénérienne, c'est le programme de la nouvelle série du Moyen-Âge dans tes oreilles. C'est parti pour Rêve d'Italie. Dans cet épisode, son emblème personnel est le porc-épic. Dès son avènement, Milan devient sa seule obsession. Le duc déchu finira sa vie prisonnier au château de Loches. Vous écoutez Rêve d'Italie, épisode 9, Susso Milanais. Bon, je suis sûr que vous êtes super triste que Charles VIII soit mort, moi c'est pareil. Mais séchez vos larmes puisque nous avons un nouveau roi en la personne de Louis d'Orléans, couronné en 1498 sous le nom de Louis XII. Bon, on va pas se le cacher, Louis XII, c'est pas vraiment le plus connu des rois de France. Je vais donc vous faire un petit rattrapage. C'est le rejeton de la branche Orléans de la famille Valois, celle des rois de France depuis Philippe VI, un autre illustre inconnu. Il a tout de même un ancêtre célèbre, au moins pour les auditeurs du Moyen-Âge dans tes oreilles. Louis d'Orléans, le grand ennemi du duc de Bourgogne, Jean sans peur. Non, ça vous dit toujours rien? Bon, il a aussi épousé sa belle-mère par alliance, la duchesse Anne de Bretagne, qui était la femme de Charles VIII. Bah oui, sa propre femme ne lui donnait pas d'enfant et il avait des doutes sur le rattachement de la Bretagne au royaume. Du coup, forcément, l'affaire était vite pliée. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah si, bah quand même, son emblème personnel était le porc-épic. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, le porc-épic était un symbole très rigolo. On pensait qu'ils se rassemblaient dans des terriers avec les autres porcs-épics, mais qu'à cause de leur piquant, ils étaient obligés de se maintenir à une certaine distance pour ne pas s'empaler les uns sur les autres. N'y voyez aucun sous-entendu sexuel. Toujours est-il que le porc-épic est donc le symbole de la distance raisonnable. Ni trop près, ni trop loin des autres, ni philanthrope, ni misanthrope. Voilà, de toute façon, ça vous fait une belle jambe. Ah bah si, tout de même, on a oublié un truc, l'Italie. L'Italie, c'est le grand projet de Louis XII. D'ailleurs, les chroniqueurs disent même que c'était sa seule passion dans la vie. Sympa pour Anne et pour ses mioches. Je vous l'ai dit précédemment, Louis XII a des droits successoraux sur le duché de Milan. Du coup, forcément, à peine arrivé au pouvoir, Milan devient sa seule obsession. D'ailleurs, pour répudier sa femme et se marier avec Anne de Bretagne, il a dû promettre au pape, Alexandre VI, qu'il allait aider son fils à se tailler une principauté en Italie centrale. Et oui, le pape a un fils, que voulez-vous, les temps étaient durs. Il s'appelle Cesare Borgia, et ça n'est pas un crétin. Il a beaucoup d'ambition, et Louis XII se dit qu'il pourrait bien lui être utile. Nous voilà en 1499, Louis XII s'est donc allié au pape Alexandre VI, et en plus, il dispose d'un trésor bien rempli. Il faut dire que le roi au porc-épic n'était pas connu pour sa générosité. Quand on venait lui demander de l'argent, on rencontrait plutôt le côté pointu des piquants, si vous voulez. Bref, toutes les conditions sont réunies. En juin 1498, il parvient même à obtenir l'accord de Venise pour une alliance contre Milan. La cité des Doges détestait tellement la cité lombarde qu'elle était prête à s'allier avec le grand méchant français, c'est dire. Encore mieux que ça, c'est Venise qui va payer la plus grosse partie de l'expédition. Et oui, Louis XII a fait le serment à son peuple qu'il allait conquérir le Milanais sans verser un seul centime français. Une belle promesse, Côté Milan, Ludovico Sforza a les fesses qui applaudissent. Déjà, personne ne le soutient. Le roi de Naples n'est pas chaud pour faire la guerre à la France. Venise, on l'a dit, est du côté français, le pape aussi. Et l'empereur Maximilien donne son soutien en ne faisant rien. Le duc de Milan tente même de conclure une alliance de revers avec les Ottomans, c'est dire s'il est désespéré. En plus de ça, les défenses du duché sont mal en point. Malgré une économie prospère, les forteresses sont à l'abandon et personne ne les entretient. Avant même l'arrivée du roi, on peut dire que ça ne sent pas très bon pour la dynastie Sforza.
chassaient les Anglais. Avec leurs bardes et armées, plusieurs ennemis à souffrance. Vive les nobles berruets de France. Vive les nobles berruets de France, qui a si bien chassé les Anglais. Avec leurs bardes et armées, plusieurs ennemis à souffrance. Vive le noble berruet de France. La campagne militaire commence avec tambour et trompette en août 1499. Louis XII traverse les Alpes avec une force colossale de 10 000 cavaliers et 17 000 fantassins, tandis que les Vénitiens traversent l'Adige et occupent la ville de Crémone qu'ils convoitaient depuis longtemps. Louis XII est très clair. Il veut une campagne rapide, quitte à affronter le duc Ludovico sur le champ de bataille pour en finir plus vite. Forcément, quand on est entouré de 27 000 soldats, une bataille rangée, ça ne fait pas très peur. D'ailleurs, il fait rapidement un exemple. La petite ville de Rocca d'Arazzo est tout entière passée au fil de l'épée, histoire de faire bonne mesure. Ludovico, lui, il a une stratégie un peu différente. Il veut épuiser les Français en les retenant devant les murs des forteresses d'Alessandria et de Pavie. Il envoie son général en chef, qui s'appelle Galeazzo de Sanseverino, pour s'occuper des deux forteresses. Bon, sauf que la stratégie ne tient pas bien longtemps. Sanseverino perd Alessandria et il s'enfuit à bride abattue vers Pavie. Arrivés au pied des murailles, les habitants de Pavie refusent de le laisser rentrer. Ils n'ont pas envie d'affronter les Français et ils préfèrent négocier directement avec eux. L'organisation militaire du Milanais s'écroule comme un château de cartes. Le 17 septembre, le général français Trivulzio s'empare de Milan après la fuite du duc Ludovico. Louis XII prend son temps et il fait son entrée solennelle dans la cité lombarde le 6 octobre 1499. Bon, inutile de dire que les Milanais ne sont pas super enthousiastes. Le roi n'est pas très soucieux de leur autonomie et il ne compte pas y passer sa vie, de toute façon. Il quitte Milan le 8 novembre dans une atmosphère tendue à coups d'émeutes antifiscales et de haine des soldats français. Et oui, rappelez-vous, Louis XII a dit qu'il allait mener sa campagne sans dépenser d'argent français. Autant dire que les Milanais ne sont pas super contents de payer à la place du contribuable de Paris. En plus, petite bourde, Louis XII a nommé son général Trivulzio gouverneur du Milanais. Sauf que Trivulzio, il est italien, comme son nom l'indique, et il est même guelfe. Mais si, vous vous souvenez, une des deux factions entre lesquelles les cités italiennes se déchirent. Du coup, les nobles gibelins le détestent déjà et pensent à fomenter un complot. Bref, la situation est un tout petit peu tendue. Et c'est sans compter sur le duc Ludovico, bien décidé à reprendre son duché. Il revient en janvier 1500 à la tête d'une grande armée composée majoritairement de mercenaires suisses. La ville de Côme tombe entre ses mains, puis la ville de Milan. Trivulzio, le gouverneur français, a précipitamment quitté la cité lombarde avec ses troupes. Ludovico exulte, mais les réjouissances sont de courte durée. Une armée de secours arrive de France avec à sa tête Louis de la Trémoille, l'un des meilleurs généraux français. L'affrontement a lieu sur le champ de bataille de Novare le 8 avril 1500. Pour Ludovico, c'est pire qu'une défaite. Les Suisses des deux armées fraternisent carrément et décident de ne pas se battre entre eux. Le duc lui-même se déguise en soldat suisse pour essayer de s'enfuir, mais il est reconnu et livré aux Français. Le duc déchu est escorté en France, où il va finir sa vie enfermé au château royal de Loches. Et Milan est redevenue française. Bon, je sais pas si vous comptez les points, mais pour l'instant, on est sur 0 pour Charles VIII et 1 point pour Louis XII. C'est du vite fait bien fait. En août, on part, en octobre, on a fini la campagne. Bon, comme vous vous en doutez, le Milanais ne va pas rester français longtemps, mais ça c'est une autre histoire. Pour l'instant, contentons-nous de profiter de la Dolce Vita de la Lombardie et ne pensons pas à tous ces états envieux qui lorgnent sur notre beau Milanais, tels des vautours tournant autour d'une chèvre malade.